Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on reçoit pour vous Patrick Bruel, bien sûr pour discuter de son spectacle à venir un peu partout au Québec en mai prochain. On vous fait découvrir aussi un jeune talent de l'école de mode du campus Notre-Dame-de-Foix et on vous amène dans l'univers musical d'un artiste bien de chez nous, mais qui s'est exporté durant quelques années ailleurs au Canada. Je vous parle de Sean Jobin. On reçoit aujourd'hui sur La Clique Patrick Bruel, lui qui se promènera sur les routes du Québec en mai prochain à l'occasion d'une tournée acoustique. J'ai eu le plaisir d'ailleurs d'en jaser avec lui. Patrick Bruel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir aujourd'hui sur La Clique. Merci à vous. On se retrouve bien sûr, vous êtes en lendemain de Star Academy, j'ai envie de dire comme ça, où vous avez livré, ma foi, une superbe performance avec les académiciens. J'aimerais savoir d'abord, avant de parler de votre tournée à venir en mai prochain, comment ça s'est passé hier soir sur scène avec eux? C'était formidable, parce que c'était très joli, c'était très humain, c'était très chaleureux. Et puis moi, j'étais en admiration devant leur désir, devant leur envie, devant la pétillance de leur regard, devant ce besoin de bien faire, de se faire connaître, d'être aimé, d'être entendu, de réussir, et de savoir qu'ils jouent un truc important dans leur vie. Et assurément, vous en avez parlé, Patrick, j'ai dit vous, tu, depuis tout à l'heure. Hein? On va y aller comme ça à l'improviste. Mais justement, tu parlais d'un retour avec le public après plus de 2 ans quand même. Là, puis là, je parle seulement de la pandémie, je parle pas avant. Déjà, ta tournée a été interrompue, disons-le comme ça, avec la pandémie du côté de l'Europe. Là, officiellement, tu es de retour avec une nouvelle formule depuis l'automne. Une nouvelle formule, oui, en version acoustique qui est, ma foi, très bien reçue jusqu'ici du côté de l'Europe. On l'amène enfin du côté de Québec, de la province de Québec. Comment vous avez fait cette transition-là d'un spectacle à l'autre à travers quand même là, des pauses interrompues de 2 ans en pandémie? Oui, en fait, il y a eu cette tournée 2019 qui était gigantesque, avec des stades, avec des arénas, notamment le Centre Bell au Vidéotron, novembre 2019. Ensuite, la pandémie, donc ça s'arrête. Et je fais un petit spectacle sur Facebook pendant la pandémie, en pensant que ça ne va pas avoir une résonance particulière, juste un petit peu de lien avec les gens. Et 20 millions de vues plus tard, on se dit waouh, c'est passé quelque chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans mon salon, comme là, comme aujourd'hui. Moi, j'avais ma guitare, c'est comme si aujourd'hui je prends ma guitare, puis je vous fais un truc d'1 heure. Et puis après en avoir fait quelques-uns, mais il y a 20 millions de vues. Je me dis, c'est fou ça. C'est fou, ça rentre dans un autre code, dans d'autres formes. Donc, fort de ça, j'ai dit, bah tiens, pourquoi moi, du coup, je prends pas mon manteau, ma guitare, puis je vais pas chez les gens qui sont venus chez moi. Je vais aller chez eux. Donc, je vais aller dans les petites salles. Je vais m'asseoir avec ma guitare, puis je vais voir ce que je fais, en fait. Je sais pas trop. Ça peut changer d'un soir à l'autre. J'ai ma guitare. Je me raconte. Je chante une chanson qui me passe par la tête, mais toujours, il y a un cadre. Le cadre, c'est d'ouvrir le livre de mes 15 ans et de regarder celui que j'étais à 15 ans et de voir si on a fait bon ménage, si on a rempli le contrat, si on se prend dans les bras et on se dit, ouais, c'est bon mec, tu m'as pas trahi. Et ça, c'est le plus important. C'est ça que le spectacle dit, en fait. Et les gens sont tellement touchés. C'est fou. C'est la première chanson. Alors d'abord, ils sont très contents de retrouver un artiste sur une scène et une salle de spectacle. Déjà ça, il nous accorde beaucoup de crédit. À moi et à mes collègues qui sont partis sur les routes. Et ensuite, ils sont à vif d'une émotion, ils ont envie de recevoir quelque chose et de restituer quelque chose. Et ils me le font sentir. Waouh, c'est juste fou comment ils me le font sentir. Et donc je raconte un peu comme ça tout seul avec ma guitare, puis ensuite au piano, tout seul. Et puis à un moment donné, la porte virtuelle s'ouvre. Et là, il y a un musicien qui rentre, puis un autre, et la maison commence à se former. Et là, on part, et puis ça grossit là. Et ça monte, ça bat comme un cœur, puis ça part. Ça part, et là, à 3, on a l'impression d'être un groupe de rock qui part en tournée de stade. Et c'est extraordinaire, on ne nous arrête plus, on a un bon moment et le public est fou. Et puis à ce moment-là,
comme est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On redescend un peu pour retourner vers quelque chose d'un peu plus intime. Et on termine sur c'est une apothéose d'émotions parce que là, le dernier tableau, je ne vous en parle pas, mais je reprends une très très grande chanson de la chanson française que je m'attribue complètement pour ce moment-là. Et j'ai devant moi 1000, 2000 personnes en larmes. Il faut partir, il faut se quitter pour peut-être mieux revenir. C'est très beau, hein. Franchement, je suis très ému de reprendre le spectacle. Je le reprends le 3 mars, là. Ça nous a manqué déjà. Mais on vit quelque chose d'assez rare. Je crois que j'ai dit ça à chaque fois que j'ai fait un spectacle. J'ai dit que c'était rare et que c'était mon meilleur spectacle. Là aussi. Absolument. Puis tu le partages aussi beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à cette dose d'émotion-là pure que autant toi tu ressens que le public aussi semble vivre. Est-ce que quand tu t'es lancé dans cette aventure-là, bon, oui, on imagine que le côté acoustique apporte quelque chose de plus intime, de plus chaleureux, donc peut-être un peu plus vibrant en émotion, j'ai envie de dire, dans la proximité. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que la réponse soit aussi émotive du public et que tu le ressentirais autant sur scène? Je m'attendais à ce que ce soit émotionnellement fort parce que tous mes spectacles sont sur une fibre émotionnelle forte, même les grands spectacles. Même quand on fait un stade, on a l'impression qu'on rentre dans un écrin, quelque chose de très intime. Alors là, évidemment, on est dans l'intime pur parce que je rentre vraiment dans une salle avec ma guitare, a cappella, sans micro, comme ça. Et les gens écoutent, participent, puis après ça ouvre. Comme ça. Donc ouais. Non, je ne m'attendais pas à ce que les gens adhèrent à toutes les propositions du spectacle. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a du stand-up, il y a la comédie, il y a du rire, il y a des larmes, il y a des chansons fortes, il y a du rock, il y a du reggae, il y a des moments très cool, il y a l'acoustique. C'est... Vraiment. Il y a des interrogations, il y a des sujets un peu politiques. Ouais, ça... Tu vas pouvoir être au Théâtre Capitole en mai prochain. On a annoncé d'ailleurs aujourd'hui des supplémentaires en date du 4 et du 8 mai. Tu vas visiter aussi Montréal, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Donc, un beau mois de mai un peu partout sur les routes du Québec. Ça va faire différent, d'après moi, de la Grande Europe, mais assurément, tu vas avoir beaucoup de plaisir. Je pense que ce spectacle est complètement approprié pour ici. Tu sais, quand je l'ai monté, le spectacle, je me souviens d'avoir parlé un soir avec l'équipe en disant... La France, ça va bien se passer, je pense, Belgique, tout ça. Mais là où je suis sûr que ça va bien se passer, c'est au Québec. Parce que la proximité, l'amour que le public québécois a pour les chansons, pour les mots, pour les mélodies, pour les chansons françaises. Et puis, les gens ici au Québec aiment bien qu'on raconte un peu de son intimité, qu'on raconte un peu de son quotidien, qu'on soit un peu ouvert à se livrer. Avec ce spectacle fait ça. Donc je pense qu'on va... Tu sais, ce qui a été très important depuis le début de ce spectacle, ce que je retiens, c'est qu'il y a énormément de gens, que ce soit des amis, que ce soit le public, même parfois des gens de ma famille, qui sortent de salle en disant on a l'impression qu'on ne te connaissait pas si bien. Wow, quand même. Donc je me dis, si c'est un moyen de faire connaissance après 40 ans de carrière, allons-y. J'adore ça. Alors, on va être invités à aller à ta connaissance, Patrick, les 5, 6 et 7 mai prochains du côté du Théâtre Le Capitole et les 4 et 8 mai entre supplémentaires. La beauté de la chose, c'est que tu iras partout au Québec. Alors, pour les gens ailleurs en province, vous aurez l'occasion de découvrir toutes les autres dates disponibles sur le web. Merci à toi. Ça sera un vrai plaisir. J'espère que tu viendras au concert et que vous viendrez au concert. Québec reste... Jusqu'à aujourd'hui, le plus beau souvenir artistique de ma vie, je le dis et je le répète, c'est 90 000 personnes sur les plaines d'Abraham qui restent pendant 2h30 à sauter, chanter, danser, pleurer, rire, s'aimer sous une pluie battante. Merci encore parce que grâce à ça, j'ai eu la plus belle couverture que j'ai jamais eue de ma vie dans un journal. Magique malgré la pluie, avec cette position comme ça sous la pluie, mais surtout avec Mick Jagger juste au-dessus de moi, dans la même position, puisque lui, il faisait le soir suivant. Et avoir été sur la même scène que les Rolling Stones une fois dans sa vie, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « La boucle est bouclée ». Absolument. Un petit check qu'on peut faire dans le calendrier dans ce temps-là. Hein? Ouais, parce que c'était mon premier 45 tours. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a offert Satisfaction. Et quand je lui ai envoyé la photo de la couve, il y a eu une petite émotion, je crois.
Absolument. Mais écoute, on va être heureux de te revoir à Québec, Patrick, pour partager d'autres belles émotions, peut-être différentes. Mick Jagger sera pas là pour l'occasion, mais assurément, il y aura bien du monde au rendez-vous. Merci, merci encore à toi. Au retour de la pause, soyez là. On découvre un talent bien de chez nous, Sean Jobin. De me retrouver en compagnie de Sean Jobin. Sean, salut! Salut! Très contente aujourd'hui de t'accueillir ou de te recevoir. Plutôt, c'est plus toi qui nous accueille dans ton studio, ici même, dans la belle ville de Québec. Sean, aujourd'hui, on est là, bien sûr, pour parler de ton deuxième album qui est paru à la fin septembre dernier, l'album Distance. Avant de jaser musique avec toi, on va parler de toi, de ton parcours. Comment, d'abord, t'es arrivé dans cet univers-là oui, de la musique, de la chanson, mais aussi de la réalisation? Je pense que tout émane d'une passion quand j'étais ado pour le rap, pour la musique électronique. Puis j'ai jamais lâché la passion, puis j'en ai fait presque, j'ai envie de dire une job, mais tu sais, c'est comme une carrière, si on veut dire, dans un sens. Puis je me suis toujours intéressé à m'améliorer, puis à évoluer là-dedans. Puis c'est tout autodidacte, tu sais, fait que je suis une personne qui est très autonome à ce niveau-là. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste, j'ai gardé de l'intérêt, j'ai gardé vraiment le vouloir me nourrir de ce savoir-là, de comment faire des beats, de comment écrire, puis tout ça. Puis j'ai jamais arrêté, tu sais, des années plus tard. So, c'est un peu comme ça. L'univers du rap, l'univers de l'électro, pourquoi ces chants-là plus particulièrement? Le rap, je pense, au début, c'était parce qu'il y avait un certain message qui était porté par ça, qui était souvent lié à la justice sociale, qui était comme on dénonçait des trucs qui se passaient dans la société. Puis ça résonnait beaucoup avec moi, adolescent. J'avais envie d'être une espèce de porte-parole pour ça aussi. Tu sais, je trouvais que c'est une belle façon de s'exprimer. Puis là, on parle de, tu sais, quand j'avais 14-15 ans, quand j'avais vu mon premier show de rap, puis je trouvais ça complètement... il y avait un côté très puissant à cet art-là qui résonnait avec moi. La musique électronique, c'est venu un peu après, fait qu'autour de 18 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art du DJing, la house, techno, musique électronique comme ça, vraiment la musique plus underground. Puis j'étais vraiment passionné à quel point que ça peut être émotionnel sans mots. Fait que c'était vraiment l'opposé de ce que le rap était. Tu sais, avec le rap, ça peut être puissant seulement avec les mots. Puis là, on était dans un autre truc, ça peut être puissant seulement avec la musique. Fait que ça aussi, ça résonnait beaucoup avec moi. Puis j'ai vraiment été là-dedans. J'ai appris comment faire, comment devenir un DJ. J'ai monté un studio, puis j'ai commencé à réaliser des beats aussi, puis tout ça à partir de ce moment-là. Alors quand même, un gros cheminement, mais surtout un besoin, je pense, de partager, autant dans ta musique, autant dans ton expérience, hein, de dire comment que tu peux faire profiter, par exemple, avec les jeunes aussi, de ton savoir, de ton parcours. Tu as bougé vers la Saskatchewan vers l'âge de 14 ans. Raison familiale oblige, je pense, dans le contexte, de transférer vers la Saskatchewan. Est-ce que ça a été pour toi une révélation de plus dans ce désir-là de faire de la musique ou pas encore à ce moment-là? Ben, c'était une année très difficile parce que beaucoup d'adaptation, beaucoup de. OK, c'est un. Quand je suis parti en Saskatchewan, il y avait le côté de OK, je m'en vais dans l'inconnu. La Saskatchewan, pour moi, c'était tu sais, les cowboys. Tu sais, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Là. C'était vraiment le Far West. Malgré ma mère y habitait, ça faisait des années, j'avais jamais mis le pied. Puis finalement, je suis arrivé, puis ça m'a permis de juste passer une année à me concentrer sur ça, l'écriture, le rap, un peu extérioriser ce que j'avais en dedans parce que veux pas j'étais à travers une espèce de crise adolescente puis que les façons que je manifestais un peu cette crise-là étaient pas nécessairement
la meilleure façon. Fait qu'à place de continuer dans une mauvaise voie, la vie a fait en sorte qu'il a fallu que je me concentre vraiment sur moi-même et sur le rap. Fait que j'ai utilisé ça, cette opportunité-là, pour juste y aller à fond, à fond, à fond. Puis normalement, j'aurais dû rester juste une année en Saskatchewan, puis revenir, tu sais, comme une réforme un peu, là, tu sais, comme faire mon temps en prison. Puis finalement, je suis resté, j'ai décidé, je me rappelle avoir appelé mon père, faire comme, OK, je pense que, tu sais, je veux rester pour une autre année scolaire ici, parce que je vois des opportunités. Il n'y avait pas de rap français à l'époque dans l'Ouest. Il y avait pas, tu sais, je voyais vraiment qu'il y avait une opportunité pour moi de faire ma place, puis d'être hors des sentiers battus, puis d'apporter un message. Puis c'est ce que j'ai fait. Et toi aussi, de ton côté, tu as beaucoup partagé là-bas. Tu t'es impliqué durant, ben, je dis tu t'es, parce que tu es encore impliqué, donc tu es toujours impliqué depuis 9 ans auprès des jeunes. Pourquoi ce besoin-là, j'ai envie de dire, de partager et de collaborer avec eux, avec cette jeunesse-là qui, comme toi, peut-être, a eu cet intérêt-là pour la musique, pour le rap, etc.? Quand je suis arrivé en Saskatchewan, il y a une association, il y a une association auquel ma mère m'a dit il faut que tu ailles vers elle. C'était l'Association Jeunesse Françaiscoise. Puis c'est une association qui existe depuis 1977 juste pour faire vivre le français et la culture francophone à travers les jeunes puis pour les jeunes, tu sais. Puis moi, ayant pas de repère en Saskatchewan, ayant le fait que je parle français comme lien en commun avec d'autres Françaiscois, déjà j'avais un pied dans la porte, mais là j'avais quelque chose d'autre, j'avais envie de faire de la musique. Fait que déjà là, je suis arrivé à l'Association Jeunesse Françaiscoise, j'ai dit, est-ce qu'il y a des opportunités pour un jeune comme moi qui veut faire de la musique du rap? Mais il dit, ben oui, on va en créer pour toi et on va te donner déjà ce qu'on a pour toi. Fait qu'une programmation, il y avait des compétitions de musique, des formations, des choses comme ça. Fait que déjà là, je me suis inscrit à plein d'activités. Fait que ça, c'était mon porte d'entrée dans la communauté, dans la Françaiscoisie. C'est passé à travers ça. Et là, tu continues de collaborer, bien sûr, malgré la distance avec cet organisme-là. Le grand déménagement vers Québec, le grand déménagement vers Port-Neuf, plus précisément. Comment c'est arrivé pour toi? Avec quel espoir? Le pourquoi? Comment? Et voilà, explique-moi tout ça. Même encore aujourd'hui, c'est dur à mettre le doigt dessus pour moi, dans un sens. Il y a eu plusieurs raisons pourquoi on voulait venir s'installer au Québec. Mais une des grandes raisons, c'est tout simplement, on voulait se rapprocher de la famille. Tout simplement, je pense que c'était pour ça aussi. Puis bien sûr, la musique, j'ai eu la chance de bien évoluer dans la scène canadienne-française, puis j'ai eu la chance de venir me produire au Québec aussi plusieurs fois sur invitation, mais c'est pas la même chose d'être sur le territoire constamment, puis de vraiment faire partie de la scène ici. Fait que là, mon but, c'est aussi ça, tu sais, avoir des nouvelles collaborations, collaborer avec des artistes locaux de Québec, un peu partout, puis tout ça, c'est vraiment de créer des ponts, créer des liens, refaire une communauté autour de mon projet avec des gens d'ici, tout en gardant, bien sûr, le bagage et les liens que j'ai déjà dans l'Ouest canadien avec tous mes collègues franco-ontariens, manitobains, peu importe, les franco-canadiens. Je vais te souhaiter beaucoup de kilomètres, beaucoup de plaisir, du temps en studio comme aujourd'hui à Pelleté pour pouvoir partager ta musique autant ici au Québec que partout. Puis ce sera un plaisir de te revoir, Sean, une prochaine fois lorsque le cœur t'en dira. Ça fait plaisir, merci. Au retour de la pause, soyez là. On retrouve Jean-Michel qui vous fait découvrir un jeune talent en mode du campus Notre-Dame-de-Foix à Québec. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Côté, je suis présentement au CNDF et on va parler aujourd'hui avec Blizam, qui est une étudiante en design de mode. Alors j'espère que vous aussi, vous aurez le coup de cœur pour cette nouvelle designer québécoise. Alors bonjour Blizam. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Excellent. Blizam, en fait, toi, tu étudies présentement pour finir là, très bientôt le design de mode, c'est bien ça? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire design de mode? Design de mode, c'est vraiment le côté artistique, la géométrie, le dessin. C'est tout ça qui vient me chercher. Et est-ce que même au secondaire, tu étais sûre de vouloir faire ça dans la vie? Mais non. Au secondaire, je voulais devenir un médecin. Médecin? Oui. OK. Parce que déjà, j'aimais dessiner les croquis. Tout ce qui était dessin, ça m'appelait. Ben, comme on disait dans mon cursus SVT, c'est comme on dessinait l'anatomie. Ben, j'aimais dessiner.
j'aimais la géométrie aussi beaucoup, j'aimais les maths. Donc, c'est ça. Et dans le fond, là, présentement, le cours, là, ça fait, là, tu vas finir bientôt, là, c'est ta 3e année. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ou qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce cours-là? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le processus. Il n'y a pas quelque chose que j'aime pas dans ce cursus. Fait que le processus est quand même très long ici, veux pas, là. De commencer la robe, de commencer un morceau, d'aller à la finition, c'est beaucoup de temps. Là. Oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche aussi. C'est beaucoup d'investissement de soi et aussi ça, c'est beaucoup d'émotions. Au niveau là, de ta collection, tu l'as appelée Vague d'émotions. Quelle émotion tu veux projeter au niveau de ta collection? C'est l'espoir. L'espoir? Oui. Vague d'émotions, tout au début, en 2e année, quand j'ai commencé moi déjà à réfléchir par rapport à ma collection de fin d'études, je pensais à la neige au Québec, parce que je suis arrivée en même temps, j'ai commencé à étudier. Mais le 13, on s'est comme tous retrouvés, chacun chez soi. Le projet de fin d'études qu'on devait tous faire ensemble, on est comme chacun de son côté. Et en me retrouvant seule chez moi, ça, comme c'est venu me chercher au plus profond de moi, c'est comme ça m'a fouettée à un moment donné. J'ai ressenti toutes ces émotions-là. Je me suis inquiétée un peu. Mais il y a une émotion qui faisait que je m'accrochais. C'est vraiment l'espoir. Et j'ai essayé de comme matérialiser dans ma collection cette émotion. Et je me suis rappelé la façon dont ça m'a fouettée, je l'ai comme comparé aux vagues. Donc je me suis dit, s'il fallait comme matérialiser cette émotion-là, je prendrais l'architecture des vagues pour comme venir matérialiser. C'est pour ça que vous allez voir comme des cols un peu qui viennent comme souligner l'architecture, la façon dont les vagues explosent et le déferlement des vagues. Donc dans ma collection, il y a beaucoup de ça. Et aussi des motifs de vagues. Et comme tu l'as si bien dit aussi tantôt, l'espoir, on ne peut pas avoir de l'espoir sans l'amour, sans la joie de vivre. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi l'espoir, parce que je me suis dit que l'espoir, ça fait comme venir aider le monde à renaître. L'espoir, sans espoir, il n'y a pas d'autres émotions positives qui peuvent surgir. La gaieté, la joie, tout ça, l'amour, ça vient parce qu'on a espoir en quelque chose. Wow, c'est vraiment beau, Lizam. Comment ça t'a pris de temps au niveau de tout, la conception de A à Z? Est-ce que c'est juste en dernière session? Est-ce que tu as commencé à la 2e session, première session? Ça fait 2 sessions. 2 sessions? Il y a une session pour comme les patrons, les fiches techniques, tout ce qui est technique, le prototype. OK. C'est la première session. Et la 2e session, c'est comme l'échantillonnage. Ce que vous voyez là, c'est l'échantillon. Et comment tu les as appelés? Comme là, tu sais, la collection totale s'appelle Vague d'émotions. Est-ce que tu as donné des noms à tes créations? Oui, ces 2-là ont déjà des noms. Celle-là, c'est la tenue Atlas. OK. Atlas, c'est comme une cartographie. Ben, pour moi, cette tenue, elle décrit la naissance de l'émotion, son développement et sa plénitude. Donc, pour moi, quand j'ai imaginé cette tenue-là, je la voyais sur une femme sûre d'elle. Une femme qui sait maîtriser ses émotions. Une femme qui accepte ses émotions. Une femme qui se laisse porter par ses émotions et qui peut ensuite les contrôler. Wow! Excellent. Et Blizam, toi, de ton côté, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la page blanche? À un moment donné, tu arrives et tu veux créer, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'imagination qui arrive. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pas vraiment. Le syndrome de la page blanche,
Fait que t'es chanceuse. Là. Au niveau de la création de ton côté, t'as tout le temps eu une idée ou quand ton idée allait, là, ça a tout le temps... Parce que j'ai pas vraiment le syndrome de la page blanche parce que moi, je considère toutes les idées comme bonnes. C'est bon, ça! Ouais, c'est ça. Après, j'essaye de les améliorer. Je prends pas pour acquis que c'est déjà bon, mais je jette pas les idées. Du coup, ça fait que j'ai pas ce syndrome-là. Excellent. Blizzard, tu te vois où dans 10 ans? J'aimerais ça être une designer accomplie. Une designer accomplie. Est-ce que tu te vois ici? Est-ce que tu te vois à Montréal, à Paris? Tu sais que le design est beaucoup promu dans ces villes-là, tes pays. Montréal, Paris, ces villes-là. Oui, je pourrais faire avec ces villes-là, mais franchement, je me vois ici. Parce que j'ai comme beaucoup reçu ici. Je me vois à Québec, en fait. Tu te vois à Québec. Lisam, au niveau de ta collection, est-ce que tu as eu un défi supplémentaire au niveau de la broderie? Qu'est-ce qui est un petit peu le plus technique pour toi? Oui, j'ai tout brodé à la main. Tout à la main? Oui, c'est avec de l'aiguille que j'enfile les perles une par une, que je les brode à la main. Wow. Et aussi au niveau de la coloration, tout a été peint à la main. C'est du tissu blanc comme ça que j'ai acheté et que j'ai tout peint à la main. OK, fait que le tissu au débord, il est blanc, puis après ça, il y a une conception qui se fait. Oui, je pars de ça et j'obtiens ça. Wow, OK. C'est beaucoup de travail, là. Ben, merci beaucoup, Lisam. J'espère bien voir une de tes collections dans les magasins prochainement. Merci beaucoup. Alors voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, je vous invite sur le télémag.tv ou encore sur le laclique.com. Et bien sûr, comme à l'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!